Et sur ce plateau pour témoigner, Jean-Jacques Edli, bonsoir, merci d'être avec nous. Je ne joue plus, un footballeur brise l'omerta, l'archipel. Ça fait 13 ans qu'on attend que vous parliez, tout le monde vous a proposé de parler, vous avez toujours refusé de le faire. Pourquoi vous le faites aujourd'hui, Jean-Jacques Edli? Parce qu'il a fallu tout ce temps pour que je me refasse une santé physique. J'étais tombé à terre, les deux genoux à terre. J'étais meurtri, je n'avais plus de force. Et il a fallu qu'avec mes proches, je puisse refaire surface. Est-ce que, parce que quand on lit votre livre, on comprend bien que, je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, Bernard Tapie dément tout ce que vous dites, mais que Bernard Tapie vous avez promis beaucoup d'argent pour vous taire. C'est pour ça que vous avez menti, vous le dites, aux policiers, aux juges, pour couvrir Bernard Tapie. Est-ce que c'est aussi le fait qu'il ne vous ait pas donné cet argent, ou pas tout cet argent, on parle de 15 millions de francs, que maintenant vous balancez pour vous refaire, puisque votre situation est incroyable, notamment au RMI. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu ça? Vous avez attendu cet argent trop longtemps et maintenant vous dites il faut bien que je gagne un peu d'argent. Non, pas du tout. J'ai eu la faiblesse sur le moment d'accepter les promesses de Bernard Tapie, qu'il n'a jamais tenues. Et au bout de 13 ans, je me sens la force de dire la vérité et toute la vérité. Les promesses, c'était quoi? Vous dites que Bernard Tapie vous a proposé de l'argent pour vous taire. C'est ça que vous êtes en train de dire, hein? Moi, je voulais seulement jouer au football, et seulement ça. Lui ne m'a fait que des promesses d'argent qu'il n'a jamais tenues. Mais aussi pour que vous taisiez, on est d'accord? Tout à fait, pour me tenir au chaud jusqu'au procès, jusqu'au point final de cette affaire. Aujourd'hui, concrètement, et puis on va développer, vous êtes au SMIC, même pas au RMI, c'est ça? Je suis au chômage et au RMI familial. Si vous vouliez jouer au foot, vous étiez à Nantes, qui était une équipe qui jouait probablement le plus beau jeu à l'époque. Donc vous auriez pu très bien y rester plutôt que d'aller à l'OM pour des raisons probablement financières. Non, je suis allé à l'OM seulement pour une seule chose, gagner la Coupe d'Europe. Ce que vous avez fait, et vous contestez les conditions dans lesquelles vous l'avez gagné. Bernard Tapie dit, on va rentrer après dans le livre, qu'il déposerait une plainte à votre encontre pour diffamation dès la sortie du livre et qu'il allait reprendre ce que vous espériez gagner en droit d'auteur. Ça vous inquiète, hein? Écoutez, ce livre n'est absolument pas contre Bernard Tapie spécialement. Il est uniquement pour moi, ma femme et mes enfants. Concrètement, est-ce que vous voulez que l'affaire soit réouverte déjà, du point de vue de la justice? Absolument pas. Pas du tout. C'est un soulagement, c'est un trop lourd fardeau pour que je continue à le supporter. J'ai envie de passer à autre chose et je ne pouvais plus continuer à vivre avec ces mensonges. Et vous ne croyez pas qu'on peut vous attaquer maintenant pour faux témoignage puisque vous avez menti, selon vous, devant la justice au moment de l'affaire? Non, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité, tout simplement. Donc vous dites la vérité, semble-t-il, aujourd'hui. L'histoire commence donc, comme le rappelait Guy, quand vous étiez à Nantes. Et là, vous dites, le bras droit de Tapie m'appelle à un moment stratégique, vu que je traverse une mauvaise passe. Tout est calculé, mûrement réfléchi. Qu'est-ce qu'on vous propose? Le bras droit de Tapie, c'est Bernès à l'époque. Oui. Il vous propose quoi? Il me dit tout simplement que l'année prochaine, il aimerait que je fasse partie de l'effectif de l'OM. Jusqu'à là, tout va bien. Bien sûr. Ensuite, on vous propose quoi? 2 jours avant la rencontre, vous dites un joueur important de l'OM vous contacte et vous demande, tout comme à Marcel Desailly, qui joue également à Nantes, de lever le pied. Et vous dites là, ce jour-là, pour moi, les rumeurs qui entourent les méthodes de l'OM deviennent réalité. J'entrevois ce que beaucoup racontent. Exactement. C'est-à-dire? Je reçois un coup de téléphone d'un ancien coéquipier qui me demande de lever le pied et il me dit, de toute façon, je sais que l'année prochaine, tu seras parmi nous. Donc ça serait bien que tu rendes service à l'Olympique de Marseille. Mais comme vous le dit Guy à l'instant, quand vous voyez ces méthodes-là, les méthodes de l'OM, apparemment celles que vous décrivez, pourquoi vous y allez si vous voyez bien que c'est des méthodes qui ne vous conviennent pas, Jean-Jacques Edli? Parce que pour moi, c'était le seul club, l'unique club en France qui pouvait gagner la Champions League. Même si pour vous, il y avait des méthodes contestables, vous en foutiez à ce moment-là. Aujourd'hui, vous les dénoncez, mais à l'époque, vous en foutiez. Je les ai refusés, tout simplement. Tous les moyens étaient bons pour la Champions League, pour vous, à ce moment-là? C'est vrai que rien n'était plus beau à penser que je puisse la gagner. Alors en tout cas, en arrivant à l'OM, vous avez eu beaucoup d'argent, ça c'est public, vous recevez une prime exceptionnelle de 300 000 francs, vous avez des beaux contrats, c'est comme ça, dans ces conditions-là que vous arrivez à l'OM, dans des très très bonnes conditions. Vous avez un salaire fixé à 200 000 francs bruts la première année, 250 000, 300 000 les semaines d'après, une prime d'1,5 million francs à l'occasion de la première signature. Vous dites, on entre dans une nouvelle dimension. Tout à fait, mais tout le monde sait que les contrats à l'OM ont été toujours très importants. Et je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas été à la même enseigne que les autres. Et même si mon contrat faisait partie des plus petits à l'OM. 15 pages plus tard, vous racontez ces belles conditions, mais 15 pages plus tard, vous sous-entendez que le milieu tenait le club. Vous dites, au-dessus des dirigeants de l'OM trônent des gens plus importants, ils sont puissants, influents. Officiellement, ils ne sont pas dans les footballs ni dans le club, mais ils tirent les ficelles depuis toujours. Ils n'ont aucun scrupule à menacer, ponctionner, racketter. C'est ce que vous écrivez, ça, Jean-Jacques Edli. Je n'ai passé que 10 mois à l'Olympique de Marseille. Les tenants et les aboutissants du fonctionnement de l'Olympique de Marseille, en tous les cas sur ces gens-là,
Je ne peux pas en dire plus. Là, vous ne pouvez pas en dire plus, vous en balancez déjà suffisamment. En écrivant ça, c'est énorme déjà, quoi. Oui, parce que je raconte ce que j'ai vu. Je ne peux raconter ce que j'ai vu et vécu. Maintenant, donc vous insinuez simplement. Tout à fait, mais ce n'est pas à moi d'aller chercher la vérité. En tous les cas... Enfin, c'est assez grave comme insinuation, c'est presque des accusations. Vous dites à un moment donné d'ailleurs que des salariés de l'OM sont aux obsèques de Francis le Belge, homme fiché par le grand banditisme. Oui, j'ai suivi l'actualité comme tout le monde et j'ai essayé de comprendre. Je crois qu'il n'est pas difficile de comprendre. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, parce qu'on va avancer, quand vous accusez Bernard Tapie, c'est des insinuations ou des accusations dans ce qui va suivre, les matchs truqués, le dopage? Vous insinuez ou vous accusez? Encore une fois, sur les 10 mois que j'ai passé à l'OM, j'accuse. Vous accusez? Puisque je dis ce que j'ai vu. Et en tous les cas, sur le match au MVA, je dis pour la première fois toute la vérité. Et sur la piqûre avant le match de la finale contre Milan, il s'est passé cette scène assez choquante qui est pour moi inacceptable dans un vestiaire. Alors, on va commencer par, si vous voulez bien, ça, les piqûres dont vous parlez. En même temps, là encore, vous insinuez, puisque vous dites que vous ne savez pas ce qu'il y a dans la piqûre, on est d'accord? Exactement. Mais c'est la scène qui est assez surréaliste. Quelques minutes avant de rentrer sur le terrain, quand on nous demande de nous aligner pour recevoir une piqûre dans les fesses, je crois qu'à ce moment-là de la soirée, il est plus question du match et non pas de la pharmacie, quoi. Mais comment vous expliquez que là, Dimeco, on a vu ça tout à l'heure à France 3, Marseille, également d'autres joueurs disent mais il est complètement fou, Boly, il fait un roman, on n'a pas vécu ça en même temps que lui. Mais écoutez, je n'ai pas fait ce livre pour avoir les avis des uns et des autres, hein. Encore une fois, j'ai fait ce livre pour moi, pour me soulager. Non, mais comment vous expliquez ça? Ils ont vécu la même chose que vous, ces gens-là. Comment vous expliquez qu'eux, ils ne disent pas la même chose que vous, Jean-Jacques? Écoutez, il y en a qui mentent alors. Pardon? Il y en a qui doivent mentir. Donc eux, a priori. Je pense qu'ils mentent. Oui. Quand Bernard Tapie, lui, dit aux Parisiens que c'était de la mésothérapie, c'était des toutes petites aiguilles et qu'en fait c'était de la mésothérapie, rien à voir avec le dopage, ça vous inspire quoi? Écoutez, il aurait dû trouver autre chose à dire parce que la mésothérapie, quand on sait un petit peu pourquoi on l'utilise, c'est absolument pas avant un match. Tout à fait. Personne ne se rebellait? Pardon Marco, il y avait des contrôles antidopage, donc si dans ces piqûres il y avait des éléments dopants, normalement on aurait dû s'en apercevoir, bien que je me souvienne d'un match de Nice, je crois, où Dugarry avait loupé comme par hasard le contrôle, quand il jouait à l'OM, il était parti trop tôt, il avait raté le contrôle. Mais je parle de la finale, on s'en serait aperçu, il y a eu des joueurs tirés au sort. Non mais encore une fois, dans mon livre, c'est dopage point d'interrogation. Effectivement, et je ne le savais pas, il y a eu des contrôles à la fin du match qui se sont avérés négatifs. Mais encore une fois, c'est cette scène qui me paraît assez incroyable. Maintenant, voilà. Sur le match proprement dit, la fameuse finale, celle qui a fait rêver tout le monde, même moi qui n'aime pas le foot, ça faisait rêver. Vous, donc, vous avez servi d'intermédiaire, vous dites de postier. De postier. Tout s'est passé, selon vous, sur le bateau de Bernard Tapie, le Phocéa. Racontez-nous cette scène, celle que vous avez vécue là. Bien, ce qu'avait dit Jean-Pierre Bernès au procès, Bernard Tapie a donné le feu vert à Jean-Pierre Bernès pour organiser la corruption. Et il a dit ça devant... Donc, mais il y avait qui sur ce bateau? Vous arrivez sur le bateau? Il y avait toute l'équipe, mais sur cette réunion, il y avait Marcel Desailly, Didier Deschamps, moi-même, Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernès. Et on vous demande quoi concrètement? De téléphoner à mes anciens camarades. Vos anciens camarades, c'est qui concrètement? Glassman, Robert et Boruchaga. Ce que vous faites? Non, ce que je ne fais pas. Et au dernier moment, avant de partir au match, on me met dans un bureau, on me demande de téléphoner à Christophe Robert. Vous l'avez fait? Je l'ai fait une première fois, Christophe dormait. J'étais soulagé, j'ai raccroché, on m'a on a insisté pour que je le fasse. C'est qui on? Jean-Pierre Bernès. Mais donc vous n'êtes pas sûr que ce soit Bernard Tapie? Écoutez, vous m'avez demandé d'expliquer la scène du bateau. Sur le bateau, c'était clair, Bernard Tapie, vous demandez ça clairement, Jean-Jacques Edli. Il n'y avait aucune ambiguïté dans ce qu'il vous disait, selon vous. Absolument. Et au final, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous appelez Jean-Jacques Edli? Pourquoi j'appelle Christophe Robert? Christophe Robert, oui. Parce que je suis un ouvrier qui écoute son patron et qui est bête discipliné, qui ne réfléchit pas aux conséquences. Sur le moment. Qui a la faiblesse d'accepter. Aussi pour l'argent, pour le confort? Vous étiez dans un club confortable et vous vouliez le rester? J'ai été certainement un petit peu ébloui par l'argent et par le succès, oui, un petit peu. Ça veut dire que si aujourd'hui on interview de Sailly, puisque vous en parlez, Deschamps, ils diront la même chose que vous? Ce n'est pas mon problème, ce n'est plus mon problème. Mais ils étaient là en tout cas.
Absolument. D'après vous, ils ont entendu la même chose que vous, de la bouche de Bernard Tapie. C'est indéniable. C'est indéniable. Vous jouez donc le fameux match. D'abord, juste une question là-dessus. Si vous m'arrêtez si je dis une connerie, Laurent, lui, connaît le football, mais d'après ce que j'ai compris, Valenciennes, c'est quand même pas un club exceptionnel. Pourquoi aller demander à Valenciennes de vous laisser gagner alors que de toute façon, vous alliez gagner face à Valenciennes? Pour une seule raison. Ils étaient très loin. Donc pourquoi aller chercher à corrompre Valenciennes alors que finalement vous alliez gagner sans problème? Valenciennes, c'est une grande équipe. Hein. C'est une grande équipe? Ouais, il y a Antoine qui est en train de... Rien n'est joué d'avance. Non, mais pour pas qu'il y ait de blessés surtout. Voilà, uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Les dirigeants marseillais, je parle de Bernard Tapie, Jean-Pierre Vernès, avaient absolument peur qu'on se fasse casser, entre guillemets, et que l'équipe ne puisse pas être présentée au complet. Et je crois que le souvenir de Saint-Etienne à l'époque était resté dans les mémoires. Il y a donc ce match, la Coupe d'Europe que vous gagnez. Et là, encore une fois, vous insinuez la triche. Vous dites qu'après le match, vous alliez dîner. Vous n'étiez pas à la table de Bernard Tapie, c'était Didier Deschamps qui l'était. Vous étiez avec les gardiens, en fait, les gens qui s'occupaient de la sécurité. Vous voyez passer deux hommes en costume sombre qui traversent une salle et on vous dit ils viennent chercher l'argent. Donc vous sous-entendez, encore une fois, que le match a été truqué, qu'on a payé les gens à l'époque du Milan. Un coéquipier m'explique que les deux personnes qui rentrent dans cette salle sont venues chercher quelque chose. Alors, je n'ai pas la preuve de ce qu'ils sont venus chercher. Voilà, c'est ça un peu le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuve en même temps dans ce que vous dites. Ce livre est absolument pour moi une confession. Et de dire tout ce que j'ai pu voir est pour moi l'unique façon de me soulager de tout ça, puisque c'est quand même des choses qui ne doivent pas exister dans le ballon, et j'étais assez... Non, mais encore une fois, vous comprenez que quand on lit ça, on attend vos déclarations depuis longtemps, on se dit aussi en même temps, ça serait bien qu'il amène les preuves de ce qu'il raconte. Quand par exemple, vous parlez dans une autre affaire, vous parlez que l'OM reçoit le CSKA Moscou, et vous racontez que ces bouteilles d'eau que vos dirigeants auraient récupérées, destinées au CSKA Moscou, et dans lesquelles ils auraient mis des laxatifs. Vous dites, quand le CSKA Moscou est venu à Marseille, on a vu les joueurs russes se chier dessus avant le match, pas parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils se vidaient, qu'ils avaient la chiasse d'avoir bu d'une boisson trafiquée. Ils n'étaient pas en mesure de jouer un match de Coupe d'Europe. Derrière, vous avez vu, cette affaire a été classée, dit Bernard Tapie, sans suite par l'UEFA, puisque les dirigeants du CSKA Moscou ont totalement démenti les rumeurs sur le match dont ils ont expliqué que la presse française en était seule à l'origine. Comment vous expliquez ça, vous? Écoutez, très bien, je raconte ce que j'ai vu. Et encore une fois, ça n'a pas lieu d'être... expliquez-moi comment, après, derrière, c'est démenti par les principales personnes qui elles-mêmes devraient plutôt monter au créneau en disant c'est un scandale. Vous sous-entendez quoi, Jean-Jacques Edli? Je ne sous-entends rien, je trouve que c'est des scènes qui sont surréalistes dans le sport de haut niveau. Mais est-ce que vous voulez dire qu'on a acheté, par exemple, leur démenti, Jean-Jacques Edli? C'est possible pour vous? Je ne sais pas. Mais ça ne vous paraît pas impossible? Ça ne me paraît pas impossible. Christian Carambeu, ça vous inspire quoi? Oh là, ça vous inspire quoi? Il parle de certains champions du monde. Hein. Excusez-moi, mais Christian, bon, il va donner son avis s'il le veut, mais je crois qu'il faut le laisser tranquille avec ses histoires. J'ai une carrière qui est quand même très honorable, même plus que ça. Et non, mais en même temps, dans le livre, vous attaquez Zidane aussi, qui était un de ses coéquipiers en Coupe du Monde. Enfin, vous sous-entendez que lui aussi a été le club dans lequel il était. La Juve, vous sous-entendez qu'ils ont, à un moment donné, eux aussi été dopés. Non, mais écoutez, je parle seulement de l'Olympique de Marseille pendant les 10 mois que j'ai passé là-bas. Je ne veux pas m'étendre sur le reste. Christian, là-dessus, dites un mot, si vous voulez bien, quand même. En même temps, tout à l'heure, vous souriez quand Jacques Edli accusait. On comprenait que vous étiez assez d'accord avec ce qu'il racontait, non? Ben moi, comme il disait, c'est sa lecture des faits. Moi, j'y étais pas, donc je ne peux que rester neutre là-dessus. Vous n'avez jamais assisté à rien, en tout cas? De ma part, mon expérience, ma propre expérience, non. Rien du tout. Aujourd'hui, Jean-Jacques Edli, vous allez faire une conférence de presse mardi pour raconter ce qu'il y a la suite dans le livre. Il y a encore énormément de choses. Vous avez garde du corps avec vous. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que ça vous fait, ça vous fait flipper venez, je vous invite sans problème. Ça vous fait flipper, Jean-Jacques Edli, de la suite là, puisque non, absolument pas. Je me sens très bien, de mieux en mieux. Et je crois que quand le livre sera sorti, il faut que mon expérience serve au football et en tous les cas, pas se dire aux gens attention. Vous avez encore beaucoup d'amis dans le foot? Je n'ai jamais eu trop d'amis dans le football. En tous les cas, je n'ai pas de nouvelles de mes anciens coéquipiers de l'OM. Notamment Didier Deschamps, que vous pointez du doigt vraiment comme quelqu'un qui a l'air de pas s'être bien comporté. Je n'ai pas dit son nom, mais j'ai essayé de le joindre plusieurs fois et il n'a jamais cru bon de me répondre. Ça me fait plus plaisir de voir Christian aujourd'hui. Ça me rappelle d'excellents souvenirs. À Nantes, notamment. À Nantes, oui. Laurent, vous avez fait un scénario sur le dopage dans le tennis.
Ça vous inspire quoi ce que vous venez d'entendre? C'est des déclarations très fortes. Le livre est courageux en même temps. Je ne vais pas jouer maître Collard, là. Je sais pas, moi, c'est pareil, je ne sais pas qui dit la vérité dans tout ça. J'ai entendu Tapi qui s'est pas mal défendu cette semaine quand il dit si vraiment on a trouvé que ça depuis 13 ans sur moi, ça veut dire que depuis 13 ans, il n'a pas fait de conneries. Mais il a fait de la taulle. Vous n'avez pas fait, vous, de prison 17 jours. 17 jours. Bon, 17 jours, mais en même temps. Ma vraie question quand j'entends ça, c'est si il vous avait donné l'argent, puisque vous dites que il vous avait promis de l'argent pour vous taire. Si vous avez donné de l'argent pour vous taire, vous ne seriez pas là aujourd'hui pour parler de ça. Alors, ça aurait été malheureux pour moi. Alors ça me gêne un peu, quoi. Voilà, c'est tout. Non, mais écoutez... Je trouve que finalement, à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas, c'est bien que vous veniez nous dire ça, mais à l'époque, si tout ce que vous dites est vrai, vous ne valiez pas mieux que lui. Et aujourd'hui que vous veniez nous dire ça, je me dis, s'il avait touché le pognon, il ne viendrait pas nous le dire. Là-dessus, Jean-Jacques Edly, voilà, puisque là-dessus, c'est une question qui se pose, là-dessus. Vous voulez répondre à ça? Non, mais je l'ai dit, j'ai eu la faiblesse à l'époque de... Vous avez l'impression d'avoir beaucoup changé, c'est ça que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir beaucoup changé. Parce qu'il n'a pas touché l'argent. Non. Là-dessus, Jean-Jacques Edly. Écoutez, j'ai une belle famille avec 5 enfants et j'aimerais bien pouvoir les regarder dans les yeux, droit dans les yeux. Mais vous pouviez leur parler, Jean-Jacques Edly. Vous pouviez leur parler, leur dire voilà ce qui s'est passé sans avoir besoin. Je ne suis pas le défenseur de Tapi, mais c'est vrai que 13 ans après, on connaît les magouilles. On sait bien que sur Valenciennes, tout le monde s'est moqué de Mélic, battant le record du monde Paris-Valenciennes, etc. on sait bien qu'il a magouillé, mais ça fait 13 ans. Et là, ça entache la coupe. Il ne faut pas nous raconter n'importe quoi. Permettez-moi de soulager ma conscience. Oui, mais et d'essayer de retrouver un peu d'honneur. Parlez de votre famille. C'est pas parce que j'ai été faible à l'époque et que c'est vrai que j'aurais pu accepter n'importe quoi pour revenir dans le rang. Mais je suis à la limite plus heureux maintenant de pouvoir dire toute la vérité et être soulagé complètement.